Bonjour, bienvenue dans MQ16 qui fait suite à MQ15. Voilà, nous allons maintenant étudier, nous sommes prêts pour aborder l'étude globale d'une marge de potentiel. Et on va d'abord étudier le cas où E est supérieur à V0. Voilà. Donc, schématiquement, nous avons sur l'axe des X, autour de X égale 0, une zone pour laquelle on a une marge de potentiel. Une zone 1 dans laquelle le potentiel est nul, une zone 2 dans laquelle le potentiel vaut V0. Voilà. Et nous allons supposer que l'énergie de la particule est supérieure à V0. C'est-à-dire que nous sommes dans ce cas de figure comme nous l'avons représenté. Dans ce cas-là, je vous rappelle que classiquement, la particule vient des X négatifs de la gauche, se présente à la frontière et passe de l'autre côté. Elle subit une force au passage de la frontière, d'autant plus importante que la frontière est moins épaisse. La conséquence, c'est qu'il y a une baisse de sa quantité de mouvement dans ce schéma-là et qu'elle change d'énergie cinétique. Mais elle passe de manière inexorable et à tous les coups de la zone 1 vers la zone 2. Nous, dans la zone 1 où les X sont négatifs, on n'a pas la même fonction d'onde que dans la zone 2 où les X sont positifs. Bien. D'après ce que nous avons vu dans le cours précédent, dans la zone 1, X négatif, on va pouvoir écrire la fonction d'onde de Schrödinger, phi1, sous la forme A, E puissance I K1X, plus B, E puissance moins I K1X, avec K1 qui vaut la racine de 2m sur h bar 2, facteur de E. Alors c'est E moins V, mais dans la zone 1, V vaut 0. Et ceci donne la valeur de K1. A contrario, quand on est dans la zone 2, on doit avoir quelque chose qui va s'écrire C fois E puissance I K2X plus D fois E puissance moins I K2X avec K2 qui va s'écrire racine de 2m sur h bar 2 facteur de E moins V0. Voilà. Je rappelle que le radicand est positif vu l'hypothèse de départ. L'interprétation de ceci, quand on regarde la fonction d'onde de Schrödinger et qu'on rajoute le terme en dépendance temporelle E puissance, je vous rappelle le terme en E puissance moins I E sur H bar T, voilà, eh bien, on a une onde plane progressive qui se propage de la gauche vers la droite, une onde plane progressive qui se propage de la droite vers la gauche, ça c'est le coefficient A, ça c'est le coefficient B, on a la zone frontière et nous on trouve que l'on a ici celle avec le coefficient C et celle qui revient ici avec le coefficient. Il est temps pour nous d'interpréter ce qui se passe au X frontière qui pour nous vaut 0. On envisage ça comme un flux de particules auquel est associé une onde plane progressive monochromatique, rappelez-vous comme le photon, comme nom électromagnétique, qui vient de la gauche vers la droite, pour A. Pour C, c'est les particules de ce flux de particules qui passent dans la zone 2 et qui continuent vers la droite. Pour B, c'est celles qui éventuellement ne sont pas acceptées à la frontière et qui sont renvoyées de là d'où elles viennent. Voilà. Et pour D, très franchement, on ne voit pas ce qui pourrait se passer du côté 2 qui donnera naissance à ce retour. Et donc, physiquement, nous allons interpréter ce cas général mathématique de résolution tout simplement en disant qu'on va avoir une onde incidente d'amplitude A, éventuellement une onde réfléchie d'amplitude B et une onde transmise d'amplitude C. Voilà. Parce qu'on ne voit pas physiquement ce qu'on pourrait interpréter pour D. Donc, c'est à la main, sur des arguments physiques, que nous limitons l'ensemble des possibilités mathématiques des solutions. On va donc prendre arbitrairement D égale 0. Bien. En plus de ça, ce sont des OPPM, il n'est donc aucunement question de les normaliser. Et donc, en tant que tel,
on va simplement regarder les rapports des amplitudes et choisir de manière parfaitement arbitraire que l'amplitude A vaut 1. Et du coup, l'amplitude de B, on va l'appeler petit r, comme coefficient de réflexion. Et l'amplitude de C, on va l'appeler petit t, comme coefficient de transmission. Ce qui veut dire qu'à l'issue de cet examen physique des choses, on va écrire que phi1 va s'écrire E puissance I K1X plus R E puissance moins I K1X et phi2 va s'écrire T complexe, donc E puissance I K2X. Voilà ce que nous allons prendre pour traiter notre problème. Bien. Alors, la chose est simple. Vous savez que les conditions de passage, c'est continuité de phi et parce que la marge de potentiel est finie, on passe de 0 à V0, donc d'une valeur limitée qui peut être grande, mais finie, on va calculer les dérivées de phi par rapport à x et on appliquera nos lois de continuité. Alors, que peut-on dire de dφ1 sur dx? Alors, je dérive, donc ça fait I K1 E puissance I K1X moins I R K1 E puissance moins I K1X. Et que peut-on dire de D de phi2 sur dx? C'est tout simplement I T K2 E puissance I K2X. Voilà, nous avons ceci, nous avons cela. Et donc, nous allons appliquer tout simplement ce que l'on a dit sur les conditions de continuité, à savoir qu'on doit avoir phi1 en 0 égale phi2 en 0. Ce qui nous donne comme relation, eh bien, lorsqu'on fait x égale 0, les exponentielles valent 1, toutes les trois. On a donc 1 plus r égale t. Et on va simplement dire que d de phi1 sur dx en 0 est égal à d de phi2 sur dx en 0. Et donc, dans ces cas-là, quand on fait x égale 0, les exponentielles valent 1. On voit que l'on a k1 facteur de 1 moins r égale k2 fois t. Ce qui s'écrit tout de suite, 1 moins r égale k2 sur k1 fois t. Voilà, nous avons cette relation-là, nous avons cette relation-là, et pour mémoire, k2 sur k1, c'est égal à la racine carrée de e moins v0 sur 1. Voilà, on peut toujours faire évoluer l'écriture, mais disons que en termes d'énergie potentielle, on a le rapport K2 sur K1 qui figure ici. Et comme nous l'avons déjà rencontré, quand on a ces deux relations-là, on peut avoir R et T. Si on fait bêtement la somme, on a un 2 du côté gauche et on a T facteur de 1 plus K2 sur K1. Donc on trouve que T égale 2 sur 1 plus K2 sur K1, qui s'exprime en fonction des énergies et des énergies potentielles. Et quand on veut R, on fait T moins 1. Quand on fait moins 1, on trouve que R est égal à 1 moins K2 sur K1 sur 1 plus K2 sur K1. Alors, étant donné les valeurs, on voit bien que K2 sur K1 est plus petit que 1, que 1 moins K2 sur K1 est positif, et on voit que T bar, en fait, c'est un élément de R+, c'est un réel positif, et que R bar, eh bien, c'est un élément aussi de R+. Voilà, la chose est claire en ce qui concerne ces éléments-là. Alors, pour plus de clarté, regardons en termes de flux de probabilité. On a un JP+,
qui est du côté 1, qui vaut donc, qui est proportionnel à h bar K1 UX sur n, que multiplie, alors on y va, la fonction d'onde phi1 par phi1 étoile, donc phi1 étoile phi1, on est bien d'accord, et c'est par phi1, pardon, excusez-moi, c'est mal dit ça. C'est mal dit. Hein, qui va donc s'identifier à celui-ci, à savoir, eh bien, un 1 qui est comme cela. Si je regarde maintenant le JP moins du côté 1, je vais avoir H bar K1 UX avec un moins, bah oui, parce qu'il revient dans l'autre sens, et je vais avoir ici un R complexe conjugué. Alors, inévitablement, le R complexe conjugué, comme R est réel, c'est simplement R au carré. Donc, ceci, ça fait moins H bar K1 UX. Et je vais avoir 1 moins K2 sur K1 sur 1 plus K2 sur K1 au carré. Voilà. Et si je regarde maintenant JP plus du côté 2, ça va donc être proportionnel à H bar K2 UX sur N, et je vais avoir T complexe conjugué, et bien sûr, ce sont T et T complexe conjugué, ce sont les mêmes valeurs, puisque T est réel, hein, et donc on peut remplacer ça par ici. On va donc avoir H bar K2 sur M, avec le vecteur UX ici, et je vais donc avoir 4 divisé par 1 plus K2 sur K1 au carré.